Charlotte Savreux, bonjour. On a énormément de plaisir à vous accueillir parce que vous venez nous présenter un livre, moi je trouve qu'il est presque une thérapie qu'on devrait, sinon obliger à lire. Certaines personnes qui se sentent un petit peu en déshérence, un peu perdues sur le bord du chemin. C'est un livre extraordinaire, je trouve, d'optimisme. Alors, le titre, c'est L'année du déclic et si c'était la vôtre. 50 personnalités ouvrent le champ des possibles à 66 millions de Français. En fait, vous dites en préambule d'ailleurs que votre ouvrage s'adresse à tout un tas de gens, parmi lesquels des personnes qui se sentent un petit peu en difficulté, un petit peu oubliées, un petit peu délaissées, des timides, qui n'osent pas trop se lancer, alors qu'en fait, ça c'est la théorie de votre livre, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont probablement des richesses qu'elles n'ont pas encore exploitées. Exactement, c'est-à-dire que tous, on a un parcours de vie et on a tous la capacité à le sublimer, à le transcender. Et là, on a une vraie carte à jouer, puisqu'en l'occurrence, rien n'est linéaire et que la vie est une aventure avec un grand A. C'est ce que je rappelle dans ce livre, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des fragilités, il y a des facilités, il y a des hauts, il y a des bas, et ensuite, tout dépend de ce qu'on en fait. Alors des évidemment, fragilités qu'on peut transformer en force. Exactement, c'est-à-dire que évidemment que quand tout va bien, là, il n'y a pas de questionnement. En revanche, on a une vraie carte à jouer, c'est au moment où on est confronté à une situation délicate. Alors soit, c'est ce que j'appelle dans les livres les ressorts insubmersibles, c'est-à-dire les personnalités qui à un moment étaient sur la voie de leur consécration et à un moment il y a le grain de sable qui vient enrayer la mécanique. Donc un grain de sable personnel, professionnel, un accident corporel, ça peut être les jusque-boutistes des personnes qui avaient une idée, personne n'y croyait sauf elles. Et finalement, il y a cette flamme intérieure qui à un moment vient changer la donne et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, qu'il n'y a que des expériences et que ces moments délicats d'une vie qu'on imagine aller contre notre trajectoire peuvent aussi la servir et sont de formidables tremplins pour rebondir plus juste et plus fort. Nietzsche. Tout ce qui ne nous abat pas nous rend plus fort. Alors, vous citez aussi, par exemple, Lelouch. Je ne connaissais pas les détails de cette histoire, mais je savais qu'il avait quand même un peu tapé du poing sur la table lors de la cérémonie des Césars en 2016. Il dit « Je remercie tout le monde », alors producteurs, distributeurs, etc. Tous les critiques qui m'ont dit non, ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu une parabole de la vie chez tous les gens, finalement, pour qui c'est difficile de démarrer, et puis à un moment ou à un autre, ils trouvent la bonne voie. Et c'est parti. Voilà, le bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et pourquoi j'ai voulu évoquer le parcours de ces personnalités? Parce qu'on connaît tous le versant sud, c'est-à-dire leur réussite. Et j'ai voulu montrer que finalement, la vie n'était pas un long fleuve tranquille pour personne, et que tous nous avons nos lots de bonheur infini, nos lots de revers et de désillusions, parce que vous savez, on imagine toujours que pour les autres c'est plus facile. Comme ça nous arrange bien, ça nous permet de trouver des alibis pour ne pas passer de l'intention à l'action. Le mental est extraordinaire, moi je l'ai élu fournisseur officiel d'alibis. Vous voyez, parce que comme ça nous arrange bien, comme ça on prend pas de risques, on n'a pas, et surtout on a des peurs, la peur de l'échec, la peur... Pardonnez-moi, je vous interromps, vous dites vous-même d'ailleurs qu'en France on est les champions de la sinistrose. Oui. Au début de votre ouvrage, vous citez des exemples dans la presse. Ouais. Alors là, c'est assez extraordinaire et c'est probablement plus que vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce que c'est parce que c'est notre mentalité? Est-ce que c'est notre culture judéo-chrétienne un peu du sud de l'Europe, alors que souvent dans les civilisations anglo-saxonnes, on a l'impression qu'on est plus combatif? Ça vient d'où le problème de Moi, le mot-clé actuellement, c'est la phrase clé pour moi, c'est espérer moins, agir plus. C'est-à-dire que tous les politiques nous vendent de l'espérance et de l'espoir à gogo. Mais c'est pas de l'espérance dont on a besoin. L'espérance, c'est finalement une notion très abstraite. On a besoin d'action, on a besoin d'une dynamique d'action. Et je pense que ce livre, c'est aussi pour rappeler qu'il ne faut pas tout attendre des autres, pas tout attendre d'un chef de l'État, pas tout attendre d'un employeur, pas tout attendre de la sécurité sociale, et que finalement la société, si elle ne nous convient pas aujourd'hui parce qu'on la trouve étriquée, on la trouve pas dynamique, on la trouve en manque de joie, finalement elle est représentative de ces individualités, de chacun de nous. Donc on peut pas reprocher... la société qu'on mérite. Non, mais on ne peut pas reprocher à une société d'être étriquée si nous-mêmes, dans notre vie, on est étriqués et qu'on reste dans un petit carcan qui certes nous protège, mais qui aussi bride notre potentiel et notre vie. Donc, moi, je pense c'est qu'en changeant tous individuellement, on va pouvoir créer une vraie dynamique sociétale. Donc, le livre, il a à la fois une dimension personnelle, individuelle, mais aussi une dimension sociétale. Alors, revenons sur les dimensions personnelles. On va commencer par, donner quelques exemples. Louise Del Busto Gomez, donc d'origine espagnole, qui a été vendangeuse, et qui va se retrouver sur la fin de sa vie avocate. Vous voyez, comme quoi finalement, tout est possible, c'est ce que je dis, jusqu'au dernier souffle. Parce que là encore, on se trouve toujours des alibis, vous savez, à se dire « oh non, à mon âge, c'est trop tard ». Non, c'est-à-dire que les seules limites sont celles que l'on se donne. Et on peut avoir en effet un parcours chaotique,
rien n'est figé et limité. On a toujours la capacité à changer la donne, à être acteur à un moment de sa vie plutôt que spectateur, et qu'on n'est pas limité à un petit carcan. Et c'est vrai que ce livre ouvre le champ des possibles finalement à chacun d'entre nous. Alors, vous allez très loin, là. Nicole Castioli, par exemple, qui a été prostituée et qui va se retrouver procureur. Ah, mais je vais très loin pour justement éviter de se trouver des alibis et des excuses. Et son parcours est incroyable. C'est que c'est une petite fille, c'est vrai, qui a vécu la violence d'un viol enfant. Elle fait une mauvaise rencontre à l'adolescence, d'un compagnon. Elle tombe amoureuse d'un type qui n'est pas Voilà, très fréquentable. exactement. Et finalement, à 20 ans, elle se retrouve rue de Saint-Denis, à Paris. Elle n'est plus Nicole, elle s'appelle Gilda et elle va être prostituée pendant 5 ans. Donc évidemment, elle connaît l'enfer de la rue, l'enfer de la drogue. Et il y a un moment où eh bien, elle est confrontée à la maladie, voilà, évidemment, liée à la sexualité avec des inconnus d'asseoir sans protection. Et là, elle va avoir l'hépatite B. Et là, elle va être confrontée à elle-même et elle va voir l'instinct de survie, un moment de quitter cette vie. Donc toutes ces personnalités, à un moment, soit elles ont eu un grain de folie, une insouciance, soit elles ont eu l'instinct de survie, soit elles ont une conviction plus forte qui a changé la dynamique. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas grand-chose, il faut juste une équation. Pendant des années, la peur, elle est supérieure à l'envie. Vous avez peur de l'inconnu, on a tous peur de l'inconnu, c'est pour ça qu'on n'aime pas les changements. On voit rien qu'un déménagement, pour beaucoup de Français, c'est la cause de stress numéro 1. On dit que 2 déménagements, c'est un sinistre. Ah bon, alors vous voyez donc à quel point on a peur des changements, alors que la vie, elle est faite de changements. C'est ce que je dis, comme il y a des saisons dans la nature, il y a des saisons dans la vie, et c'est normal, et je trouve ça plutôt sain de savoir rebattre les cartes du jeu de sa vie. Je voudrais qu'on continue un petit peu notre voyage parmi les gens extraordinaires que vous citez. Il y a Mireille Nègre, les gens de ma génération l'ont connue, cette danseuse étoile extraordinaire, qui était partie dans la vie avec plus qu'un handicap. Elle était danseuse dans sa tête, mais elle a eu le pied écrasé par un ascenseur, et on a cru que c'était fichu pour elle. Quand même d'un orteil. Et donc, quand on voit la difficulté de faire des pointes pour les danseuses étoiles, on se dit mais c'est pas possible. Et pourtant ça l'a été. Et vous voyez comment on se construit aussi sur nos fragilités. Donc il ne faut pas avoir peur de nos fragilités. C'est-à-dire que, en l'occurrence, lié à cet accident, le chirurgien avait conseillé à ses parents pour retrouver la dynamique de la marche, qu'elle fasse de la danse classique. Et là, elle s'est révélée avec un don et un talent incroyables. Et en même temps, elle a une révélation mystique, c'est ce que vous expliquez. Aussi. Donc là encore, la capacité à rebattre les cartes du jeu de sa vie, c'est-à-dire qu'elle était alors au firmament, au paroxysme de la gloire. Elle pouvait tout le continuer monde. encore quelques Elle années, pouvait parce continuer qu'une carrière pendant... de danseuse n'est pas très longue. Ah mais oui. Et finalement, elle a choisi le couvent. Mais elle était courtisée par tous les chorégraphes du monde entier. Et à un moment, elle dit stop, alors qu'elle était au sommet de la gloire. Elle dit stop pour avoir cette excellence, cette soif de spiritualité. Elle est rentrée en effet au Carmel. Alors, on n'aime pas l'humoriste, l'homme, mais Bigard, Jean-Marie Bigard. Ouais. Alors, je découvre dans votre livre, déjà, il perd sa maman très tôt, et son père est victime finalement d'un assassinat. C'est absolument incroyable. Et donc, sur le lit de mort de sa mère, il lui promet d'arriver. Et c'est ça qui va le motiver, et même le surmotiver. Au-delà, c'est-à-dire qu'il était très attaché à sa maman, il l'a perdue, elle est décédée d'un cancer, il avait 22 ans. Et un an après, il y a ce drame lié à l'assassinat de son père, dans des conditions vraiment très glauques, épouvantables. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'il va faire finalement du rire sa thérapie. Il va quitter Troyes, qui était sa ville d'origine, et il va essayer sa chance, tenter sa chance à Paris. Et il va faire... il va vouloir finalement rire de la vie plutôt que de rester sclérosé dans ses souvenirs noirs liés à la perte de ses parents. Et finalement, ça a été vraiment le tremplin. Et on a souvent peur, vous savez, des moments délicats d'une vie, des moments où on est confronté à l'adversité. Et vraiment, à ce moment-là, vraiment, c'est ce que j'ai découvert au travers de ce livre, c'est qu'on a vraiment une carte à jouer à ce moment-là, parce que face à une situation délicate, l'issue dépend à 90% du regard qu'on porte sur elle. Soit on se raccroche aux branches du passé, et auquel cas, c'est l'ego qui prend le pouvoir, et évidemment, on est en souffrance parce qu'on est en résistance, soit au contraire, on pagaille dans le sens du courant de la vie, et on poursuit sa vie vers de nouvelles aspirations, parce que la vie, elle continue, donc il faut mieux continuer avec que rester dans les ténèbres parfois du passé. Voilà, puis alors il y a des destins incroyables. Alain Ducasse, qui se trouve dans un avion qui s'écrase, c'est le seul survivant. Et alors là, ça va déterminer un autre destin, et il va arriver au firmament de la haute cuisine. C'est un destin étonnant. Mais c'est incroyable, parce que lui, il était sur la voie de la consécration, c'est-à-dire que c'était le plus jeune chef étoilé.
Et il est courtisé pour aller, en effet, développer la carte du byblos de Courchevel. Et là, c'est le seul survivant. Et en étant immobilisé dans sa chambre d'hôpital, il va découvrir qu'il peut non seulement être un chef étoilé, mais qu'il va pouvoir finalement construire un empire culinaire, puisqu'en étant immobilisé sur son lit d'hôpital, il va découvrir sa capacité à pouvoir déléguer en étant dans un lieu fixe. Donc ça, ce sont les ressorts insubmersibles, vous savez, et ça peut tous nous concerner. Hein. Tous, à un moment, on est sur une trajectoire fluide, et à un moment, il y a le grain de sable. Et il y a aussi beaucoup, il y a d'autres parties que je développe dans ce livre, les jusque-boutistes, des gens qui ont une idée, un projet. Et il y a cette flamme intérieure plus forte qui dépasse finalement parfois les freins. Enfin, et d'autres, Thierry Marx, qui est aussi un grand chef de cuisine. Ouais. C'est vrai qu'on termine par un exemple, moi, que je trouve... Bon, finalement, je ne dis pas que c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a évoqué, de tous ceux que nous avons évoqués, mais c'est un exemple étonnant, c'est Maud Fontenoy. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Maud Fontenoy a traversé à la rame l'Atlantique et le Pacifique, et avant un nouvel exploit, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, et va se faire soigner donc à l'île de la Réunion, et elle va y aller. Et comme elle dit d'ailleurs, et vous reprenez ses propos, elle dit « Je sais ce que c'est que mourir de peur ». Parce qu'elle se retrouve dans une embarcation qui se retourne à la machine à laver, comme elle le dit. Voilà, et c'est absolument incroyable. Elle va réussir. Alors là, c'est un exemple de volonté tout à fait étonnant, là encore. Oui, parce que c'est une manière aussi de se projeter. C'est-à-dire que quand elle était dans cette traversée, elle s'est rattachée à l'idée, puisqu'elle a eu une problématique liée à une problématique féminine, un cancer de l'utérus, et elle s'est projetée en disant « Je veux réussir cette traversée parce que mon rêve, c'est d'être maman ». Voilà, d'avoir des enfants. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi se projeter dans la vie. Et il y a Thierry Marx qui est dans le livre qui dit que la plus belle chose qu'on puisse offrir à une personne qui est à un moment délicat de son histoire, c'est pas lui offrir obligatoirement de l'argent, lui offrir que sais-je, c'est de lui offrir un projet. Voilà, parce que ça, c'est formidable d'avoir un projet de vie. Et c'est formidable d'en avoir un, mais c'est surtout formidable de passer de l'intention à l'action. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des envies et qui ont tellement peur parce que les circonstances actuelles de notre époque peuvent en effet nous fragiliser. Mais comme dit Éric Emmanuel Schmitt, un homme est fait de circonstances et de choix. On n'a pas de pouvoir sur les circonstances. En effet, on est au cœur de cette époque. C'est la nôtre, il faut l'assumer. Mais on a toujours... C'est la partie loterie de la vie. Voilà. Mais on a tout le pouvoir, en revanche, sur le choix. Donc, soit on met sa vie... calqué sur les circonstances d'une époque, auquel cas, vu les circonstances, ça risque d'être compliqué, soit on décide de poursuivre sa trajectoire et tant qu'à faire, de la sublimer, parce que quelle plus belle ambition que de se réaliser, de réussir sa vie. Je vais vous faire une confidence. On arrive à la fin de cet entretien. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus intéressant chez vous. Le livre, ou alors la façon que vous avez de défendre ce livre, qui finalement correspond à votre personnalité, qui est très engageante, et donc qui n'a pas tromperie sur la marchandise, si je peux me permettre. C'est vraiment ce qu'il y a dans ce livre. Charlotte Chavreux, L'année du déclic, et si c'était la vôtre, publié aux éditions Balland. Merci d'être venu nous en parler. Et puis, on attend la suite, parce que je suis sûr qu'il y a un ouvrage en préparation, je me trompe ? Oui, normalement, je devais en rendre un fin novembre, mais là, je n'ai pas eu le temps de l'écrire avec la sortie du livre. En tout cas, merci Philippe pour votre invitation. Merci à vous. Merci à vous.